déjà pour commencer, je voudrais quand même dire que je suis super content d'être là. Je pense pour beaucoup d'entre vous aussi. On a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Je vais déjà commencer en disant ça parce que c'est vraiment ce qui m'habite en commençant cette journée. On a vraiment la chance que Pierre soit venu de si loin pour une journée complète avec nous. Vous allez voir, ça va être une journée assez dense et riche. Et quand on sait que Caroline, donc l'assistante de Pierre, rappelle souvent que Pierre a plus de 500 demandes de conférences par an. Évidemment, il ne peut pas les honorer, hein, de toute façon. Et donc on peut mesurer la chance qu'on a d'être là aujourd'hui, en plus en assez petit comité par rapport à d'autres formats de conférences pour Pierre. On a vraiment beaucoup de chance. Voilà, en tout cas, moi, je le remercie sincèrement d'avoir fait ce chemin. C'est vraiment une belle preuve d'attention pour tout ce qu'on essaye de faire ici et puis dans la région. Ce que je vais faire, donc moi je m'appelle Mathieu Labonne, je vais vous guider le long de la journée au niveau des différents horaires. Ce matin, on a la première intervention de Pierre, on aura 3 temps avec Pierre. Mesurez la chance, 3 temps d'intervention avec Pierre. Voilà, donc sur un format là où Pierre sera seul sur scène, il fera une conférence, on fera passer le micro après pour quelques questions. Voilà. Aussi pour dire, alors il y a un petit point important, on a peut-être vu des câbles qui passent dans le lieu, c'est parce que tout ce que Pierre va échanger aujourd'hui est aussi entendu par les personnes qui sont en cuisine. On peut les saluer à distance. Ils sont en train de préparer les repas. Ils ont la chance de profiter de la conférence aussi. Et vous avez aussi différentes caméras qui sont là parce que justement la chance qu'on a, elle se mesure aussi dans le fait que beaucoup de gens n'ont pas pu venir aujourd'hui. On a une capacité d'accueil qui aujourd'hui est trop limitée. Pas qu'il y a tous les gens qui auraient venu venir participer. Et du coup, tout va être filmé et on s'engage avec donc Julien qui filme et qui va monter à mettre à disposition les vidéos en ligne, sans doute sur le site de Embracing the World France et sur le site de Colibri, pour que voilà, vous puissiez soit revoir la conférence, soit partager avec vos amis. Certains ont des amis qui n'ont pas pu venir, voilà, on puisse au moins, après coup, revivre cette journée ensemble. On reprendra ici à 3 heures précises pour une table ronde, donc avec Pierre, bien sûr, avec Dipamrita, donc qui est l'envoyé d'AMA en France, qui est la directrice du centre AMA, et avec Christophe Massin, qui est psychiatre, et qui, du coup, est aussi avec nous pour partager autour d'une même question, 3 angles de vue sur une même question, qui est je dirais presque le sous-titre de Colibri, c'est « Il n'y a pas de changement de société sans changement humain ». Et cette phrase-là, qui, je pense, motive beaucoup de gens qui aujourd'hui sont actifs dans ce mouvement, va être regardée sous différents regards. Et à 5h15, on vous présentera le nouveau projet phare de Colibri, qui reprend une intuition de Pierre depuis déjà beaucoup d'années, qui s'appelle le projet Oasis, qu'on va vous présenter au travers à la fois de l'intention que Pierre présentera. Moi, je présenterai plutôt le concret de ce qu'on va faire dans les mois à venir avec l'association Colibri. Et on présentera un exemple d'un projet d'Oasis qui est très local, vu qu'en l'occurrence, il est à peu près à 100 mètres d'ici. On a un projet de construire un petit éco-hameau dans l'esprit justement des oasis qu'on va présenter, voilà, pour que vous puissiez aussi, pour partager aussi beaucoup de gens qui sont des gens de la région, que vous puissiez être au courant un petit peu de ce qui risque de se faire en Eure-et-Loire. Voilà déjà pour les infos pratiques de la journée. Au final de la journée, je vais vous redonner un petit peu des éléments pour que vous sachiez un petit peu vous repérer, notamment pour ceux qui ne sont jamais venus. Voilà, je m'arrête là pour ce qui est des infos pratiques. Mon Pierre, je pense que tout le monde le connaît. Je ne vais pas faire l'affront de le représenter. Je voudrais quand même dire l'intention qu'on a en le faisant venir aujourd'hui. Je pense que la pensée de Pierre est particulièrement adaptée à ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire à différents temps et des temps assez longs. Que Pierre ait le temps de partager de sa lecture de la société d'aujourd'hui, de ce qu'il voit. Et cette première conférence, c'est lui laisser en fait l'espace de présenter un petit peu comment il voit le changement de paradigme en cours. Quelle vision il porte sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment aujourd'hui pour voilà, nous guider, nous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, la créativité citoyenne, tout ce qu'on peut vivre dans nos différents collectifs pour voilà, nous laisser inspirer par... voilà, et qu'il puisse partager son expérience et comment il voit les temps à venir. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci Pierre. Puis du coup, je te laisse la parole. Voilà, merci. Merci. Grand merci de l'accueil ici, grand merci à vous, de votre présence. Bien entendu, je ne suis pas là pour faire un cours magistral ou dire que je suis une source de vérité et qu'il n'y a qu'à absorber.
Je suis là pour partager avec vous, disons, plus dans le registre du témoignage que dans le registre, disons, didactique, qui prétendrait avoir une théorie quelconque de quelque nature qu'elle soit. Simplement, chacun de nous, bien entendu, peut être ici et dire ce qu'il a à dire aussi. Et on peut partager nos témoignages. Il se trouve que ma propre existence, vous savez, on ne détermine pas les choses. C'est en cela que se pose la grande question du destin. C'est-à-dire, nous avons tous un destin, nous naissons dans une famille, dans une société, avec des valeurs qui préexistent, auxquelles on doit s'adapter ou pas. Et il se trouve que mon itinéraire est assez singulier. Et j'en arrive aujourd'hui, si vous voulez, à travers cet itinéraire, à me poser des questions concernant le futur, parce que nous sommes vraiment dans une impasse. Et cette impasse, elle est de multiples natures, chacun l'interprète un petit peu comme il veut, mais il y a impasse, vraiment, impasse, et donc il n'y a pas, disons, de perspective claire concernant la suite de l'histoire de l'humanité. Et il se trouve que pour cette fois, il ne s'agit pas simplement d'un pays, il s'agit véritablement de la planète tout entière, puisqu'elle est sous l'influence du paradigme qui a été établi par le monde occidental. Un paradigme qui est né en Europe. Là, je dirais même que la première victime de cette paradigme, ça a été l'Europe elle-même, puisque au XVIe, XVIIe siècle, les voyageurs vous disaient, quand on circulait en Europe, c'était des tribus, c'était des gens qui avaient leur culture propre, leur posture personnelle, leur façon de se vêtir, leur langue, leur façon de construire. Ils nous ont laissé des vestiges d'une créativité multiple et diverse, et donc riche de sa diversité. Et aujourd'hui, on est rentré dans une forme de monoculture généralisée. C'est-à-dire une culture qui s'impose à l'ensemble de la planète. Et dans cette culture initiale, pour moi, elle a été masquée en quelque sorte de libéralisme, de créativité, mais pour moi, c'est une idéologie dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas simplement une proposition ordinaire, il s'agit vraiment d'une idéologie. Pourquoi j'appelle ça idéologie? Parce qu'elle est née d'une conception de la vie, démiurgique, prométhéenne, avec l'arrivée, disons, de la technologie, où l'être humain a cru qu'il pouvait prendre en charge son destin sans avoir à rendre de compte à personne. C'était l'exaltation de la créativité humaine qui allait en fait libérer l'être humain de toute autre contingence, et en particulier ce hors-sol qu'on a appliqué à l'humain dans les concentrations urbaines, etc. Et on a donc créé un système, lequel système on a éduqué les enfants à l'appliquer, et du coup on a mis en route cette machine. Et cette machine, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que l'Europe n'aurait jamais prospéré sans la colonisation, sans le drainage des ressources de toute la planète, sans la soumission en quelque sorte de peuples entiers, sans même extermination. J'attends qu'on demande quand même un certain pardon à des peuples exterminés comme les gens comme ça. Et donc on arrive aujourd'hui, après ce triomphe prométhéen, à se rendre compte que finalement tout ça dysfonctionne. Et que finalement l'humanité a de plus en plus à s'interroger sur quel mode d'existence elle va organiser de façon à ce qu'il y ait une pérennité. Nous sommes arrivés à peu près, on donne le ratio sur 24 heures, nous sommes là depuis 1 minute et demie sur la création de la Terre. Et puis auparavant, toute la création de la Terre s'est faite sur la coopération, c'est-à-dire que la vie s'est développé sur Terre par la coopération. C'est le livre que nous venons de publier avec Jean-Marie Pell. Et donc tout a fonctionné sur la coopération.
l'associativité, c'est-à-dire renforcement de la vie. Au fur et à mesure qu'elle avance, tout ce qu'elle crée, elle ne crée rien d'inutile, et tout ce qu'elle crée renforce la vie. Et puis arrive l'être humain, et c'est la seule espèce qui a introduit la dualité. C'est-à-dire que jusque-là, c'était la coopération, puis on rentre dans la dualité. Et cette planète magnifique, elle est, au lieu d'être perçue comme une chance, comme quelque chose d'extraordinaire, comme un miracle extraordinaire, cette oasis magnifique au milieu d'un grand désert astral et sidéral, eh bien on l'a perçue de plus en plus comme un gisement de ressources qu'il faut transformer en argent et rendre et transformer tout ce bien qui nous est donné, que la nature nous a donné, doit être transformé en lucre, c'est-à-dire donner une certaine puissance à travers le lucre. Et donc on est aujourd'hui dans des situations où le lucre ayant obsédé et ayant complètement fait dévier la raison des êtres humains, nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise aiguë. Et je dirais même que le problème de l'intelligence se pose, puisque j'imagine toujours des extraterrestres en train de nous étudier, je dirais évoluer. Comment voulez-vous qu'ils puissent conclure que nous sommes intelligents ? C'est impossible de conclure qu'on est intelligent, parce que notre comportement est complètement inintelligent. Nous avons cette planète magnifique, on l'a détruite, on en a fait un champ de bataille et d'égorgement. On a la vie elle-même à laquelle nous devons la vie, eh bien nous sommes en train de la ruiner par les pollutions, par les dégradations. La terre qui nous nourrit est chaque jour meurtrie, tuée par des engrais, des pesticides et toutes sortes. Notre relation aux autres créatures est une relation cruelle, regard des autres créatures. Il y a des disparités considérables entre les grands possesseurs, le club des grands possesseurs par rapport évidemment à des communautés qui n'ont rien à manger, vous savez que j'avais demandé à mon ami Ziegler, qui est dans des instances internationales, combien d'enfants mouraient de faim. Il paraît qu'il y a ça me paraît même hallucinant, toutes les 7 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. C'est même pas de maladie, c'est de faim, voilà, un manque. Sur une planète où la surabondance est tout à fait possible. Parce que, vous savez, vous prenez un grain de blé, d'abord il y a le mystère de ce grain de blé où il y a cette concentration d'une forme d'intelligence qui est à l'intérieur de ce grain de blé. Quand vous le mettez en terre et que vous mettez les bonnes conditions, ben, il vous donner 5, 6, 10 épis. Chaque épi en 40 graines. Si vous ressemez, ben, vous nourrissez l'ensemble de la planète. Alors pourquoi y a-t-il famine sur la planète alors qu'il y a une dynamique de la surabondance qui est liée à ce phénomène de la vie, et cependant il y a une défaillance par rapport à la répartition des biens et des ressources et au droit à chaque être humain de survivre. Donc toutes ces questions se posent ensemble, et on se rend compte que cette humanité censée être intelligente ne l'est pas, et qu'on donne beaucoup plus d'importance au meurtre, à la destruction, aux armes et à toutes ces choses-là. C'est-à-dire on est au service de la violence et de la mort, beaucoup plus qu'au service de la vie, que nous tuons de pas. Donc l'humanité se pose en termes de questions, et de plus en plus de questions. Est-ce que nous existons pour exprimer quelque chose ? J'en sais rien. C'est difficile. Et moi, j'avais imaginé il y a quelque temps une espèce de poème parce que j'ai essayé de comprendre, mais l'avènement de l'être humain signifie quoi ? Et ce que j'ai trouvé de plus positif, c'est que dans mon poème, je disais, soit l'être humain est là pour tirer parti de tout. La planète en admettant l'être humain, aurait fait une erreur. Elle s'est en quelque sorte, elle a fait advenir une espèce qui l'a détruit. Et la seule chose que j'ai trouvée de positive, et alors je suis parti un peu dans mes élans poétiques, la planète a créé l'être humain en être admiré.
Elle se serait fait belle depuis longtemps, magnifique, etc. Puis elle arrive à un moment et dit, à quoi ça sert que je sois belle? S'il n'y a personne pour admirer, ça ne sert à rien. Je ne pense pas qu'on se fasse beau sauf si on est narcissique, on se fait beau pour soi-même, on se regarde dans la glace et on est très content de soi. Mais on a quand même besoin d'être admiré par les autres. Je pense pas. Voilà. Et donc, pour moi, l'être humain, c'était en quelque sorte une conscience, une âme qui va admirer l'œuvre de la planète et lui rendre hommage et en prendre soin, l'aimer, en prendre soin. Et on est tout à fait à l'opposé. Voilà. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que je le ressens extrêmement fort et en même temps, ça pose question sur finalement, vous savez qu'aujourd'hui, même dans le système ordinaire des choses, le paradigme de la technologie, de la science, de la technoscience, cette démiurgie humaine, cet aspect prométhéen humain arrive à un moment où évidemment se pose la question de notre survie, de la survie humaine, c'est-à-dire de la prolongation de notre propre histoire. Et je pense qu'il y a eu une erreur assez importante, c'est que nous avons fait un clivage entre la nature et nous. On a la nature et nous avons oublié que nous sommes la nature. Il y a juste quelques jours, une femme est venue pour faire une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, Madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Et là, nous sommes tous de la flotte ici. Hein, voilà. Donc il y a à peu près 75 à 80% de flotte qui vous parle. Donc l'eau, c'est moi. Mes faibles muscles sont liés à la terre et j'ai un squelette qui est minéral, qui rappelle le minéral. Donc je ne suis pas étranger à ce qui existe, je suis inclus dans ce qui existe. Et je subis exactement le même phénomène que n'importe quelle autre espèce qui, quand elle sort, disons, du champ normal de la vie, eh bien, disparaît. Parce que la vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle applique des règles et des lois. Si on transgresse, on disparaît. Et je suis persuadé vraiment qu'aujourd'hui nous sommes dans des transgressions où l'être humain va se naufrager sur une planète insubmersible, qui elle est insubmersible, c'est-à-dire qu'il va se naufrager lui. Quand on dit on fait à la Terre, vous savez, elle a une puissance. Ça fait des milliards d'années qu'elle subit des avatars et elle s'en est remise tout le temps, et même des situations où on aurait pu croire que ça y est, elle va. Non, l'être humain ne détruira pas la planète. Il se détruira, oui, lui-même, parce qu'il n'aura pas compris le sens. Et c'est là où il y a une défaillance spirituelle par rapport à l'approche de la vie. On a tellement matérialisé la vie que finalement l'aspect spirituel a été relégué. Et j'ai quand même une petite reproche à faire, même aux religions. Alors on dit maintenant le pape parle, etc. Mais enfin, moi je dis, c'est très bien, je lui suis très reconnaissant, mais il était temps. Parce que il était temps parce que les religions auraient dû, dès l'origine, dire, elles n'arrêtent pas de proclamer que la création est œuvre de Dieu, ils auraient dû être les premiers écolos. C'est-à-dire, à la fois, si c'est l'œuvre de Dieu, il faut la respecter. Et pour la respecter, lui éviter la profanation. Et on n'a pas bougé du tout dans ce niveau-là. Alors, on agite des encensoirs, mais en fait, la réalité tout à fait matérielle est une réalité qui va vers l'assassinat graduel de tout ce qui est nécessaire à la survie. Alors là, les théories, il y en a beaucoup. On remplit les bibliothèques de considérations sur le monde qui va mal. Ben ça, il y en a. Alors là, vraiment, tout le monde y va de sa thèse, de son antithèse, de ce truc. Sauf que sur le terrain, en réalité, il ne se passe pas ce qui devrait se passer. Alors on compense évidemment les choses par de temps en temps exalter la nature, dire il faut protéger la nature, mais la nature c'est l'élément de base. Et même depuis tout petit, l'enfant devrait comprendre que devrait être enseigné à l'écologie. Et l'écologie ne devrait pas être
soutenu uniquement par un parti politique écologique, puisque l'écologie, c'est le fondement même de la vie. Il ne devrait même pas y avoir un parti, ça devrait être une évidence que la vie, c'est chacun de nous et cette vie-là. Eh bien, voilà, à force de rentrer dans ce schéma d'une pensée qui est une pensée orgueilleuse, prométhéenne, qui est animée énormément par ce côté démiurgique, l'être humain qui veut se transformer en divinité, etc., ben on arrive aujourd'hui à une situation d'impasse absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a eu des crises, mais ces crises étaient partielles, mais aujourd'hui, elles sont planétaires. Donc, il y a nécessité aujourd'hui vraiment de savoir où nous voulons aller. D'ailleurs, il y a une grande confusion, et ce qui apparaît de plus en plus, c'est bien sûr, on se dit, existe-t-il une vie après la mort? Mais moi je dis, existe-t-il une vie avant la mort? Parce que, qu'est-ce que veut dire vivre? Voilà. Est-ce que c'est simplement naître, s'instruire, avoir un emploi, aller à la retraite et mourir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Par ailleurs, tout le système, évidemment, a mentalisé les choses et il a proposé des sémantiques d'endormissement. Soporifique. Vous savez qu'avec le langage, on peut être totalement soporifique. Et aujourd'hui, ce qu'on dit finalement, c'est que notre modèle de société est libérateur. Il est libérateur. Mais quand je vois l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, de la maternelle à l'université, il est enfermé. On appelle ça d'ailleurs le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Aujourd'hui, même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon, si ça, c'est libérateur, alors c'est que j'ai mal compris ce que voulait dire la libération. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un être humain dans la modernité, mais qui est incarcéré dans un modèle de société. Complètement incarcéré. Et dès sa naissance, qu'est-ce que l'éducation? Eh bien, l'éducation, c'est prendre l'enfant et l'éduquer de façon à l'adapter au système. C'est pas l'aider. Il faut qu'il acquiert les connaissances suffisantes pour pouvoir répondre au système. Et on l'éduque dans la dualité, c'est-à-dire qu'on l'éduque dans la compétitivité. Il doit être le meilleur, il doit être le plus fort, il doit être le plus. Vous imaginez bien que quand un destin commence comme ça, par une perception dualiste et antagoniste, vous comprenez bien que c'est pas apaisant et vous comprenez bien que c'est l'ensemencement déjà de la violence dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où finalement on arrive à un tel extrême que des enfants meurent de faim et on ne fait rien, mais par contre les armements, par contre la bombe atomique, par contre, etc., etc. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'humanité est intelligente. Parce qu'on a confondu, dans cette histoire d'intelligence, on a confondu nos aptitudes. Nos aptitudes sont très fortes. On a un cerveau qui est capable d'imaginer dans le monde phénoménologique, dans le monde des ondes, dans le monde de tout ce que l'on voudra. Mais en fait, est-ce que c'est de l'intelligence? Moi, je ne pense pas. Je pense que l'intelligence est d'une toute autre nature. L'aptitude, oui, beaucoup d'aptitudes. Mais le problème, c'est que les résultats de nos aptitudes, une fois organisés ou désorganisés, ne créent pas un système intelligent. Ce qui veut dire que l'intelligence relève d'autre chose que de l'aptitude. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors donc, si vous voulez, cet avant-propos, je ne sais pas trop comment appeler ça, cette introduction en quelque sorte, elle n'est pas issue, disons, d'une réflexion magistrale. Elle a été inspirée par, en fait, un itinéraire qui est celui de votre serviteur et qui aujourd'hui, essaye quand même,
Ça fait des années que nous essayons, par notre énergie, de concilier finalement, de réconcilier, de concilier le destin de l'humanité, enfin, c'est-à-dire la vie humaine avec les réalités naturelles à laquelle elle doit la vie. En gros, on peut dire ça. Je suis ce qu'on appelle un agroécologiste. Qu'est-ce que veut dire l'agroécologie? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une agriculture qui s'est développée à travers le temps et l'histoire depuis à peu près 10 à 12 000 ans, l'avènement de ce qu'on appelle du néolithique, où l'être humain est devenu sorti de simplement chasseur, cueilleur, pêcheur à agriculteur, c'est-à-dire enfouisseur de graines pour obtenir sa nourriture. L'agriculture est devenue miraculeuse et d'ailleurs elle a donné ses lettres de noblesse à la culture. L'être humain, enfin, peut susciter sa propre alimentation, sa propre nourriture, ce qui amène un apaisement. L'apaisement se fait par le stockage. Je stocke, donc j'ai ma nourriture assurée pour demain. Ma nourriture étant assurée, je peux vaquer à un autre mode je sors de l'obsession de la survie biologique pour entrer dans le cadre de la réflexion générale. Et évidemment, sans l'agriculture, l'évolution humaine n'aurait pas été la même puisque l'obsession de la survie aurait inhibé en quelque sorte les capacités de l'être humain à vaquer vers des considérations un peu plus humaines et plus philosophiques et un questionnement fondamental. Les Grecs, par exemple, ont été des philosophes. Il y a eu beaucoup de philosophes et je suis tout à fait admiratif de cette philosophie, en particulier de Socrate. Mais je crois que quand les philosophes philosophaient, il y avait des gens qui travaillaient pour eux pour les nourrir. Donc ils pouvaient philosopher. Et du coup, tous ces éléments-là constituent une évolution de l'histoire et dans laquelle on peut déplorer le fait que le féminin a été subordonné. L'histoire de l'humanité, le féminin a été subordonné, alors que le féminin et le masculin sont les deux énergies indispensables. Je ne pense pas qu'il y ait dans cette salle quelqu'un de cloné. Il a bien fallu hommes et femmes pour que nous puissions advenir. Voilà. Donc c'est une réalité fondamentale, intangible, profonde, et on l'a falsifiée parce qu'il y a eu domination du masculin sur le féminin. Quand vous lisez la Bible, toute la Bible, la présence des femmes est très très limitée. C'est soit des femmes de mauvaise vie, soit des femmes exceptionnelles. Et puis on doit quand même quelque chose de grave à cette Ève qui est allée croquer la pomme et qui nous a fichu dans j'allais dire un truc grossier, un truc très très, en tout cas, piqué. Quelle idée d'aller croquer cette pomme. Voilà. Voilà. Et puis, elle n'est laie évidemment que la côte d'Adam. Hein. Elle n'est pas née d'autre chose. Et donc, du coup, cette perception, si vous voulez, qui a eu une influence très profonde culturelle, a en quelque sorte déstabilisé, déséquilibré l'histoire. L'histoire a été déséquilibrée beaucoup par la relégation du féminin par rapport au masculin dominateur. Et aujourd'hui, on arrive, même la technologie qui est triomphante, il y a très peu de femmes inventrices. Il y a surtout des inventeurs. Enfin, je ne connais pas, par Madame Curie, qui a plus ou moins été dans je ne sais quoi, mais à part cela, voilà. Tout est ainsi et nous sommes en train d'essayer de donner une valeur à nos erreurs. C'est-à-dire que nous sommes en train de justifier toutes les erreurs par des apports d'une sémantique, d'une perception qui, bon an, mal an, donne un certain équilibre. Et du coup, on arrive à cette impasse. Alors, je vous dois quand même quelques points de, comment dire, certains ont certainement m'ont fait l'honneur de lire mon premier bouquin, témoignage, ça a été du Sahara aux Cévennes. Pourquoi j'ai écrit du Sahara aux Cévennes? Parce que, en fait, auparavant,
j'avais été un protestataire, si vous voulez, assez précoce. Quand je suis né donc dans le désert du Sahara, dans une organisation traditionnelle, oasienne, qui vivait là depuis, je sais pas, des siècles probablement. Et puis, il y a eu un chamboulement. Pour nous, la modernité, elle nous a atteints par la découverte du charbon dans notre sous-sol. Les Français ont découvert du charbon, donc ils sont venus exploiter ce charbon. Et ça a été le bouleversement de toute notre structure sociale. Mon père était un forgeron, un poète, un musicien tranquille qui faisait son travail et il était libre dans son atelier. Et quand le charbon a été exploité par les Français, il a eu une mobilisation de toute la main-d'œuvre, de l'énergie humaine du lieu. Donc, bouleversement de nos structures sociales, les gens sont devenus des mineurs. Du coup, ce père lui-même se trouve atteint dans son statut, comme on dit, dans ce qu'il est, par le fait qu'il était forgeron et qu'il faisait son travail tranquille, mais arrivé à un certain moment, il ne pouvait plus faire son travail parce que les houillères, les mines, la compagnie des mines étaient là et qu'il fallait bien qu'il gagne sa vie, qu'il ne gagnait plus. À partir de ce moment-là, il s'interroge énormément sur quel est l'avenir. Il a 2 enfants à l'époque, en l'occurrence votre serviteur et un frère, et il se trouve que notre mère nous a quittés. Moi, je n'avais que 4 ans quand ma mère nous a quittés. Et ce père se demande, bon, quel avenir? Il fallait quand même que ses enfants, en l'occurrence moi surtout, puissent en quelque sorte intégrer la nouvelle loi, la nouvelle règle, la nouvelle façon. Donc il me confie, alors que j'avais 7-8 ans, à un couple, un ingénieur et une institutrice français, venus travailler dans les houillères. Donc je passe très rapidement, disons sans transition, de l'islam, d'un monde musulman à un monde chrétien. Je passe sans transition de la tradition à la modernité, avec les ambiguïtés qu'il y avait entre les 2 cultures. Dans la culture musulmane, vous savez que le vin et le porc sont prohibés. Et je tombe dans une société, dans une autre famille où ma mère étant bourguignonne, née dans le Mercuré, vous voyez, ben elle était capable de siffler sa bouteille de vin sans aucun problème. Et moi, je regardais ça, et puis finalement, je savais qu'il m'était interdit de ça. Je passe d'une société, surtout ne touche pas ni au porc, ni à rien du tout, à une société qui se régale avec du saucisson et du jambon. Et si je suis cinglé, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, on se demande finalement, dès tout petit, mais qui a raison? Je ne me posais pas la question de cette façon, qui a raison? Mais ce que je vivais, c'est cette contradiction que je n'arrivais pas à comprendre, bien sûr, à cet âge-là. C'était que des interdits. Alors, d'un côté, on disait, mais les Arabes sont sales, etc. Et de l'autre côté, c'est les salles de bain, les brosses à dents, et tout ça mélangé, ben, ça fait quelque chose de pas très cohérent pour un enfant, quoi. Et du coup, ben, on se débrouille là-dedans pour essayer quand même de trouver une logique à tout ça. Et puis, je fais quelques études où je n'ai pas fait d'étincelles. Pourquoi je n'ai pas fait d'étincelles dans mes études? C'est parce que, en fait, j'avais une perception plutôt poétique des choses. Un problème. C'est-à-dire qu'on posait ça, on nous posait des problèmes. Un problème, une femme va au marché, elle va acheter des œufs, compte tenu qu'un œuf vaut tant, elle en achète une douzaine, combien elle doit payer? Voilà. C'est simple. Voilà. Sauf que moi, je voyais la femme avec sa robe à fleurs, le bruit du marché, les machins, et je partais en poétique. Voilà. Et c'était pas ce qu'on me demandait.
Alors mon instituteur, je pense, hurlait dans mes oreilles, mais enfin c'est pas compliqué, tu multiplies, etc. Oui, d'accord, mais enfin moi j'étais dans ma poétique. Donc c'était incompatible avec ma nature, c'est-à-dire qu'on voulait, on voulait m'imposer une rationalité stricte et froide, alors que j'étais dans la poétique. Voilà. Et donc du coup, je suis Gémeaux en plus, donc ce qui fait que ces choses-là peut-être ont été un ensemencement pour par la suite. Et puis la vie devenant très, très compliquée, l'Algérie, le climat difficile, de la reconquête, etc., de la libération, etc., les questions que je me pose s'intensifient. Et du coup, quand on a des questions à se poser comme ça, en tant qu'humain, on fréquente les philosophes. Donc j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté les philosophes, et j'ai trouvé que les philosophes ne s'entendaient pas non plus. Et j'arrive à Socrate, et Socrate dit, un peu comme ça, peut-être la formule n'est peut-être pas tout à fait comme celle-là, mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Voilà. Et moi, ça m'a convenu. Je vous assure, quel fardeau qu'on se décharge. Donc, s'obstiner à savoir, bien sûr, mais il y a des limites auxquelles on est confronté. La vie, le mystère de la vie, le pourquoi, c'est là on rentre dans un labyrinthe de questions sans réponse. Et ensuite, on apprend que finalement, le tourment et le labyrinthe dans lequel rentre l'humanité est dû au fait que nous savons que nous allons mourir. Enfin, je ne pense pas que ce soit un scoop, hein, vous avez tout là. Et puis que finalement, le fait d'apprendre que nous avons une vie limitée nous incite évidemment à trouver la sécurité. Est-ce qu'on peut résilier et annuler ce verdict? Est-ce qu'il est possible de l'annuler? Comment annuler ce verdict? Donc impossible. La mort ne négocie pas. On peut amener tous ces milliards, elle ne négocie avec rien, c'est une loi absolue. Vous imaginez bien que cette loi absolue met dans l'imaginaire et de l'être humain, se sachant périssable, cette quête éperdue de sécurité, voire de prolongation. Alors, on va dans le monde métaphysique et on veut prolonger les choses, donner une logique par la métaphysique. Ensuite, on essaie de donner une logique aussi dans la vie courante, telle qu'elle est. Et nous voilà pris en quelque sorte dans une espèce d'énorme interrogation à laquelle on donne des réponses relatives et qu'on ne peut pas intégrer si on n'a pas la foi et si on n'a pas une croyance chevillée aux cordes qui nous convainc que ce que nous avons comme dans notre imaginaire est juste. Impossible de vérifier de quoi il s'agit. Sauf que, bon, l'humain nous apprend que nous sommes des êtres de relation et qu'il faut établir une relation entre nous et un mode d'existence qui puisse nous permettre de sauvegarder évidemment notre convivialité et notre organisation sociale et le vivre ensemble. Alors on retombe évidemment dans grand mystère. Sur la planète, il n'y a pas une croyance, il y a des croyances. Il n'y en a pas qu'une seule, il y a des croyances. Toutes ces croyances ont trait au destin de l'être humain et au destin de l'être humain au-delà de sa réalité physique et de sa réalité temporelle. Tout ça met évidemment un désordre généralisé et c'est la guerre des religions, c'est la guerre des croyances finalement, et ça tient sur des virgules, et plus personne ne s'entend. Vous avez une religion qui reconnaît dans le monothéisme, qui est le monothéisme, un Dieu masculin, et pourquoi il ne serait que masculin? Pourquoi il ne serait pas féminin? Et pourquoi il n'y aurait pas une déesse plutôt qu'un dieu, ou une déesse et un dieu? Ça pourrait être ça. Donc il y a un Dieu masculin, et de là dérivent trois religions, judaïque bien sûr, chrétienne, musulmane. Ces trois religions issues de la même racine, malheureusement, ne s'entendent pas.
parce qu'il y a des histoires d'interprétation et de la religion qui est censée avoir la vérité. Donc, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous refaire l'histoire, tous les antagonismes qui ont amené à des luttes qui sont encore aujourd'hui une réalité. Je ne vais pas vous parler de protestants catholiques, chiites, sunnites, aujourd'hui c'est un drame d'ailleurs. Et toutes ces divisions concernant l'interprétation que l'on peut avoir de ce qu'on appelle le monde spirituel et le monde religieux. Voilà. Et par rapport à l'organisation planétaire, on s'aperçoit qu'il y a une minorité humaine qui a en fait beaucoup prélevé sur la planète et érigé un modèle de société qui est censé être le modèle de société qu'il faut diffuser sur l'ensemble de l'humanité, répartir sur l'ensemble de l'humanité. Ça devient donc une chose très difficile et vous avez aujourd'hui 1500 milliardaires en dollars, c'est ce que j'ai appris récemment. Et ces 1500 milliardaires en dollars constituent le club des hyper-nantis. Et ensuite, vous avez une gradation, une gradation ou une dégradation, si vous voulez, de l'avoir en termes d'acquisition humaine. Et puis à l'autre extrémité, vous avez des peuples qui ne peuvent même plus nourrir leur famille, qui ne peuvent même plus empêcher leurs enfants de mourir de faim. Donc si on fait cette pyramide, vraiment, elle décrit bien que l'humanité manque de générosité, je n'ai pas besoin de vous le dire. Par rapport à la nature, évidemment, énorme dégradation de la nature, ce qui amène évidemment à dire, mais est-ce que l'agriculture, par exemple, l'agriculture, vous savez, tous les jours détruit, elle détruit. Et on est rentré dans le principe particulier que pour que nous puissions nous nourrir et survivre, nous sommes obligés de détruire. C'est là le paradoxe. Et donc la coopération avec la vie ne s'exerce plus. Et si je suis personnellement engagé comme un agroécologiste, c'est parce que l'agroécologie est l'approche qui permet finalement de dire je me nourris, je prends soin de la terre, je l'améliore et je la transmets encore plus vivante que je ne l'ai reçue. Et là, je suis en coopération. Qu'est-ce que je fais avec l'agriculture? Soit je vais chercher des sacs d'engrais et je mets dans la terre, soit je coopère avec les énergies de la vie. Et quand vous faites un simple compost, vous voyez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une fermentation qui mobilise des milliards et des milliards de bactéries, lesquelles bactéries et cette substance qu'on appelle l'humus. L'humus, humus, étymologiquement, humus, humanité, humilité, c'est la même chose. Et donc cet humus, il est issu de quoi? Il est issu de ce système, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous allez dans la forêt, qu'est-ce qui se produit? L'arbre pousse, il fait ses feuilles, il accueille l'énergie du soleil, il grandit, et en automne, il restitue ses feuilles. Ces feuilles tombent au sol. Et quand elles sont tombées au sol, elles rentrent dans un processus de transformation, avec toutes sortes de micro-organismes, etc. Et cette transformation aboutit à la production de l'humus, lequel humus rentre dans le cycle de la vie et rien n'a été perdu. Rien n'a été perdu, donc on est en coopération. Et l'agriculture écologique, c'est ça. C'est-à-dire comment, au lieu d'être dans une agriculture de destruction, produire et détruire, on est dans une agriculture qui produit, régénère, etc. Et ce procédé a été non seulement, pour nous, dès que nous avons acquis notre ferme, c'est de cette façon que nous avons engagé le processus de coopération avec la vie. Et notre ferme qui était considérée comme non viable parce qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, les chemins à peine praticables, et le lieu est un lieu rocailleux. Si vous voulez des cailloux, venez chez moi, je vous en donne. J'ai des entassements de cailloux. Enfin, je stocke en attendant que les cours montent, mais ça ne monte pas beaucoup. Hein. Donc j'ai un stock de cailloux impressionnant qui a été produit par l'épièrrement. Vous voyez, les gens
de génération en génération, ils ont enlevé les cailloux pour dégager un peu de terre grattable, à peine labourable. Et quand nous avons choisi, quand nous avons décidé de quitter Paris avec ma compagne Michel pour retourner à la terre, c'était en 60, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et on me disait, mais pourquoi, diable, voulez-vous retourner à la terre? On voulait retourner à la terre parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de cet élément du salariat qui en fait demandait justement, ce que je disais au début, de troquer son existence entière contre un salaire. Et donc être en dehors de la miracle de la vie. Retourner à la terre, ça voulait dire aussi retourner aux racines même de l'existence, aux racines même de la vie. C'est-à-dire se remettre en harmonie avec ce qui est le fondement de la vie. Donc ça a été ça. Je suis allé au Crédit Agricole pour emprunter. Le Crédit Agricole me dit, est-ce que vous savez faire de l'agriculture? Je dis non. Il me dit, allez apprendre et vous reviendrez après. Il ne reste plus que 5 minutes. Combien? 2 minutes? Comment? Alors là, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme... Voilà. Ça vous intéresse ou bien bon, parce que quelquefois, je me pose la question, quoi. C'est de savoir vraiment. Bon. Alors, c'est en devenant ouvrier agricole que je vois que l'agriculture utilise des poisons, etc. Et c'est à ce moment-là que la question se pose, est-ce que je continue dans cette veine-là ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire de l'agriculture que simplement empoisonner la terre? Donc je cherche et je découvre un ouvrage qui s'intitulait « La fécondité de la terre », peut-être certains l'ont lu, d'un certain Pfeiffer, qui était le disciple de Rudolf Steiner, l'anthropologie et la biodynamie. Et à ce moment-là, s'ouvre un espace extraordinaire par le fait même qu'on dit que le paysan, le vrai paysan, qui est étymologiquement celui qui tient le pays, qui est tenu par le pays, peut devenir une espèce de chaman. Voilà. Il peut donc travailler pas seulement avec les énergies biologiques, mais aussi avec les énergies célestes. Les planètes, tout ça est intégré en quelque sorte dans l'ordre de la vie et je travaille avec tout ça. Vous voyez ? Et donc, le compost que je fais, je vais le dynamiser, je vais le mettre dans la terre, je vais dynamiser la terre et la terre va produire des denrées de qualité. Les denrées de qualité vont avoir un effet bénéfique sur moi-même, sur mes animaux, et on rentre dans le cycle de la vie vivante. Tandis qu'avec l'alimentation que nous produisons aujourd'hui par le système dit chimique, ben ce système chimique inclut dans notre alimentation des nuisances. Nous mangeons des choses nuisibles qui poussent sur des terres mortes. La terre est morte, vraiment, elle est tuée. On fait pousser comme sur un substrat neutre. Et ensuite, vous avez une alimentation. Ben, cette alimentation issue de la mort, finalement, de cela, fait que quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance, parce qu'on ne sait pas vraiment. Et il est vrai que nous mettons réellement dans notre physiologie des substances nuisibles. Alors, on est allé loin dans le non-sens, c'est-à-dire la terre qui doit en fait nous nourrir et entretenir la vie, eh bien, devient l'élément par lequel la vie est détruite. Vous comprenez ? Et c'est pour ça qu'on est dans une problématique, si je dois synthétiser, on est dans la problématique actuelle, c'est la problématique de l'être humain dans ce qu'il est par rapport aux lois générales de la vie. Voilà. Et cette réflexion-là n'est pas anodine, parce qu'on aura beau faire tous les plans qu'on voudra, on aura beau faire tout ce que l'on voudra, s'il n'y a pas une réponse, l'humanité ne donne pas la vraie réponse de l'harmonie avec la vie, elle disparaîtra. Voilà. Et donc, c'est ni mal ni bien, c'est
On me dit, est-ce que vous êtes pessimiste, vous êtes optimiste? Je dis ni l'un ni l'autre. Bernanos disait, le pessimiste, c'est un imbécile triste, et l'optimiste, un imbécile heureux. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas une question de pessimisme, c'est une question d'intelligence et de clairvoyance. Et si l'humanité n'acquiert pas cette clairvoyance, c'est-à-dire l'élévation de la conscience qui va aller éclairer, c'est-à-dire l'intelligence éclairante, l'intelligence lucide, l'intelligence qui outrepasse simplement nos miracles technologiques pour aller vers la perception, c'est-à-dire la lucidité, je pense que nos éléments, nous resterions sur la frange ou la strate de la phénoménologie, mais nous avons besoin aujourd'hui qu'une humanité soit lucide. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons aux enfants. Quand j'entends des enfants, moi ça me bouleverse parce que je me dis, quels enfants? Quoi? De quoi vont-ils hériter? Je peux vous assurer que nous sommes aujourd'hui en train de produire massivement des problèmes que les générations futures auront à résoudre. On n'est pas en train de leur transmettre la vie. Ça n'est pas vrai. On n'est pas en train de transmettre la vie. On a fait des enfants, il faut leur transmettre la vie. Et toutes nos implications, par la voie évidemment très tangible de ce que nous faisons, en termes d'agriculture, en termes d'approche de la nature, en termes de sauvegarde des espèces. Vous savez qu'il y a 60% de la biodiversité qui a disparu, qui a été collectée, connectée depuis à peu près 10 à 12 000 ans. Vous voyez ? Maintenant, c'est les OGM. Donc, il y a une multitude de dangers aujourd'hui, et il faut être très concret. Si vous voulez, il y a la phase spirituelle, bien entendu, mais il y a la phase extrêmement concrète, sans laquelle les choses ne changeront pas. Je ne pense pas que c'est à coup d'incantation qu'on changera le monde. Il faut aussi être dans la réalité très, très concrète. Nous en avons le devoir, compte tenu qu'il y a des générations qui arrivent, compte tenu que nous avons une responsabilité à l'égard de la vie elle-même et à l'égard de nous-mêmes. Donc c'est un peu le message que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, bien entendu, l'approche spirituelle, mais il y a aussi le côté de l'approche concrète inspirée par l'esprit. La spiritualité inspirante. Et elle inspire quoi? Elle inspire aujourd'hui la nécessité d'une mobilisation très concrète, puisque nous sommes dans une phénoménologie concrète qui aboutit à ce qu'il n'y a plus de poissons dans les mers, enfin le désastre quand même, et non. Et il faut donc connecter les deux, à la fois la crise, je crois que c'est une crise spirituelle profonde, puisque nous n'avons plus de rapport au divin, nous n'avons plus de rapport disons, à ce qui relève de cette intelligence universelle. Et toute la démarche, en tout cas, qui est la nôtre, c'est comment faire que l'esprit nous inspire les actes qui sont nécessaires à la vie. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, puis vous arrêtez si vous avez d'autres. Merci Pierre. Alors si on avait demandé, on dit 5 minutes, c'est parce que je pense que beaucoup de gens ont envie de poser quelques questions. Donc ce qu'on va faire, pour que ce soit pas trop long aussi, je vais faire passer le micro, on va prendre 3-4 questions. Alors je dis, normalement une question ça tient en une phrase. Hein. Si c'est plus qu'une phrase, c'est plus une question. Donc juste, vous pouvez faire une phrase de contexte si vous avez vraiment besoin, mais vraiment très très court pour respecter aussi le temps de chacun. On va prendre les 3-4 questions et après Pierre pourra compléter son propos en réponse à vos questions. Voilà, donc je vais prendre juste 3-4 questions. Peut-être tout le monde ne pourra pas en poser maintenant, mais il y aura d'autres temps. On va commencer par là. Bonjour. Voilà, la question qui me vient, c'est quand on est dans l'action, quand on veut agir individuellement, collectivement, il y a la phase de déconditionnement qui est nécessaire, la phase de déconditionnement. Parce que le conditionnement nous freine en fait dans l'action. Et je voulais savoir quelle piste vous avez expérimenté et comment partager
comment voilà, se déconditionner pour rendre l'action plus simple. Il est évident, il est absolument évident que le conditionnement fait partie, disons, il est lié au destin de l'humanité. Il n'y a pas un conditionnement, il y a des conditionnements. Ce qu'on pourrait appeler des conditionnements, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une diversité de cultures, de façons de percevoir le monde, ce qui a donné évidemment cette diversité culturelle, religieuse, etc., les traditions, tout ça, on pourrait appeler ça des conditionnements. C'est-à-dire l'être humain est conditionné à cela. Mais en fait, il y a des moments où le conditionnement est évident, c'est-à-dire qu'on sort, on manipule, l'être humain se manipule ou il est manipulé à percevoir la vie d'une certaine façon et à se comporter d'une certaine façon. Ça, c'est le conditionnement qui lui fait dire je suis dans la logique, moi je suis dans la logique, mais malheureusement avec des antagonismes parce que le conditionnement de l'autre n'est pas le conditionnement comme celui et c'est source de nouveau de conflits. Il y a un conditionnement naturel, c'est que les peuples, par exemple, premiers, ils étaient bien obligés de se conditionner pour pouvoir s'adapter à leur milieu naturel. Il fallait bien trouver des moyens d'être en harmonie et de se tirer parti de ce qui la nature donnait au peuple. Il y a cette grande diversité, évidemment culturelle, liée aux nécessités directes de la survie. Et ça, on peut appeler ça conditionnement, mais c'est un conditionnement qui est quand même nécessaire pour la survie. Là où on aboutit à un conditionnement pervers, c'est quand il y a des doctrines ou qui s'imposent à tout le monde, et à ce moment-là, on rentre dans le conditionnement qui aboutit, vous le savez bien, à une multitude de croyances, à des idéologies. On sort à peine et on n'est même pas sorti de cette grande partition Est-Ouest, vous voyez, qui a quand même bouleversé la planète à travers la philosophie de Marx ou autre chose, et tout ça, on peut appeler ça du conditionnement. Sortir du conditionnement, moi je ne prétends pas en être sorti, parce qu'on a quand même aussi des implications qui font qu'on ne peut pas soi-même échapper à ce conditionnement. Il est certain que nous ne sommes pas venus vous voir en char à bœuf. On est venu avec une voiture, on a pollué, on a, comme tout le monde, moi je ne m'éclaire pas à la bougie, même si on a attendu 13 ans avant d'avoir l'électricité, je m'éclaire à l'électricité. Donc je suis dans un conditionnement que je récuse en termes de fondement du conditionnement, mais que je suis bien obligé d'assumer. Voilà. Alors reste la frange dans laquelle j'ai mon libre arbitre, c'est-à-dire je décide, moi, de ce que je veux faire de ma vie. Et c'est là où la remise en question, c'est-à-dire la transgression par rapport à des dogmes, par rapport à des choses qui me conditionnent et qui me disent voilà la vérité, en dehors de cela, il n'y a pas de salut, celles-là, je peux les récuser, je peux les remettre en cause. Et c'est un peu ce que nous avons essayé de faire en laissant notre vie urbaine conditionnante qui nous imposait un mode d'existence pour dire on transgresse et on vit autrement. Donc ça a été un déconditionnement. Mais le déconditionnement global et général implique que l'on puisse être très lucide sur ce qui nous manipule. Et très souvent on est manipulé par des idées, par toutes sortes de choses, sans savoir qu'on est manipulé. Et pour nous ça devient une évidence, si vous voulez. Donc pour pouvoir rentrer dans la phase de déconditionnement, encore faut-il savoir qu'on est conditionné. Et si on ne sait pas qu'on est conditionné, on ne peut pas se déconditionner. Voilà. Donc c'est ce qu'on appellerait, disons, la vision pénétrante, la vision claire des choses. Je ne prétends pas l'avoir, mais en tout cas, je prétends aujourd'hui qu'on fait un certain progrès par rapport à récuser ce qui nous paraît pervers, ce qui nous paraît erroné, et ce déconditionnement, évidemment, est lié à notre transformation personnelle.
En fait, moi, je voudrais qu'il y ait moins de pollution et qu'il y ait plus de voitures électriques sur la planète. Oui. Et que s'il y a des voitures qui ne sont pas électriques, elles pollueraient un peu moins que normalement. Oui, tu as tout à fait raison, que nous polluons tous et que s'il y avait moins de voitures, ça serait bien, et que si les voitures ne polluaient plus, ça serait très bien aussi. Voiture électrique. Bonjour. Est-ce qu'on peut dériver 2 secondes sur la religion ou pas du tout? Pardon? C'est une question, oui. Parce qu'en fait, vous avez dit effectivement que vous avez été élevé dans la religion musulmane, dans le catholicisme. Vous avez dit effectivement que c'était des sources de conflit, la religion. Je voudrais connaître votre positionnement justement par rapport au fait de croire et au fait d'être impliqué dans une religion. Mon point de vue? Voilà, moi j'ai été musulman et j'étais chrétien. Et maintenant je ne sais plus trop ce que je suis. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que l'esprit ne peut pas être enfermé dans quoi que ce soit. L'esprit est universel, l'esprit il était fait plutôt pour unifier et donner à l'humanité une solidarité. Et ce qu'on a appelé les religions, moi évidemment je ne rentre pas du tout dans la critique de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il est bien entendu que je ne suis pas là enfin de faire la critique des religions. Mais moi ça ne me convient plus parce que je me sentais un petit peu... J'étais musulman, il y avait un dogme, des préceptes, des credos particuliers. Je suis devenu chrétien, il y avait des dogmes particuliers, etc. L'un d'ailleurs des clivages entre l'islam et le christianisme, c'est la proclamation, la première proclamation. Dans l'islam, j'allais dans l'école coranique, on disait Dieu est unique, évidemment, puissant, etc. Et il n'a ni engendré, ni été engendré. C'est-à-dire, il est anhistorique. Et quand je suis allé dans la religion chrétienne, on m'a dit, Dieu, il a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, vous voyez la contradiction entre les deux. Alors que le musulman dit, non, Dieu est transcendant. De l'autre côté, on dit, Dieu a engendré, c'est-à-dire il a... Et ça, c'est une contradiction énorme entre les deux religions. Alors, la religion musulmane reconnaît en quelque sorte la valeur immense de ce qu'on appelait Sidna Isa, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce qu'on appelle Jésus-Christ, et reconnaît comme un prophète d'une très grande importance. Ça, c'est reconnu par l'islam. Mais de là à dire que c'est le Fils de Dieu, alors là, non. Là, on rentre dans le péché en disant Fils de Dieu, puisque de l'autre côté, on dit Dieu n'a pas engendré. Voilà. Alors, ces contradictions sont encore source de conflit. Vous voyez ? Comme quoi on crée, à partir de les croyances créent le conflit. Parce que chacun croit ce qu'il croit. Alors dans le monde élémentaire, on peut dire, bon, les croyances, je peux croire des choses, mais élémentaires. Mais quand on va vers les croyances fondamentales, c'est-à-dire celles qui déterminent l'être humain dans ses choix intimes, dans ses choix spirituels, à ce moment-là, c'est source de conflit. Et c'est pour ça qu'il faut... Pour moi, aujourd'hui, c'est une forme de transcendance. Je ne me donne pas du tout un exemple, mais après passer par ces contradictions, aujourd'hui, je ne parle pas de Dieu parce que quand on parle de Dieu, il est personnalisé. Hein, de Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, le Dieu, etc., etc., et tout ça avec nous. Mais je parle du divin. Et pourquoi ? Parce que je ne peux pas renoncer en quelque sorte à quelque chose qui est pour moi une évidence, c'est que la vie est miraculeuse et il y a certainement je ne sais quel esprit qui en fait produit tout cela. Donc je reste dans la notion de divin beaucoup plus que la notion de Dieu qui fragmente.
Et il m'est impossible, et je reste quand même dans cette fidélité à ce type qu'on appelait Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'a parlé que d'amour. Et il a mis en évidence le fait qu'il n'y a que l'amour qui peut changer l'humanité. Et il l'a payé très cher d'ailleurs. Et quand on le replace dans son... C'est pas simplement la proclamation, mais quand je le replace dans sa réalité sociale telle qu'il était à l'époque où il est né, il a chamboulé le tout parce que, bon, la Palestine était occupée par les Romains. Les Romains dominaient donc le pays, et il y avait un clergé judaïque à l'époque qui avait les pleins pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est insurgé contre l'autorité du clergé. Il a dit, le clergé, il n'y a pas une catégorie de gens qui se rassemblent en club gestionnaire de la spiritualité et que les autres n'ont qu'à se soumettre. Donc il a remis cela en question, et ça c'est très important. On a voulu l'attirer dans un piège en lui disant, comme il rassemblait les foules et qu'il était de plus en plus entendu et qu'on ne parlait que d'amour, la femme adultère, que celui qui a jamais péché jette la première pierre, alors qu'avant, etc. Donc il a amené des réformes vraiment concrètes, sociales, extraordinaires, vraiment, parce qu'on ne voit que le côté message spirituel, mais en fait on oublie complètement les réformes qu'il a voulu amener en termes de comportement sociétal, comme on disent les savants aujourd'hui. Il a été aussi sur ce plan-là. Et du coup, on lui dit, on cherche à le piéger parce qu'il a de plus en plus de succès, et on dit, bon voilà, on va le compromettre par rapport à l'occupant romain qui est tout-puissant. Et il dit, mais Rome, qu'est-ce que tu en penses, etc. Il dit, mais montrez-moi une pièce. Il montre une pièce, l'effigie de César, rendez à César ce qui est à César. Ce qui fait qu'il ne s'est pas impliqué, il s'est impliqué dans le social et dans la réforme, mais en même temps en amenant une spiritualité fondamentale qui est celle insistante sur la puissance de l'amour. Voilà. Et c'est pour ça que je reste attaché, mais je n'ai pas d'appartenance du tout à quoi que ce soit. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin voilà, moi j'en suis. Voilà, donc merci encore. Donc là, il est midi moins 20. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est... il y a le groupe local de Colibri de Chartres qui est présent avec nous pour cette journée. Donc Colibri, je présenterai un petit peu cet après-midi. Colibri fonctionne notamment avec des groupes locaux sur les territoires. Donc c'est Angélique, je crois qu'il va venir, Angélique du groupe local Colibri, qui va en quelques mots présenter ce que fait le groupe local Colibri, pour aussi introduire le fait qu'il y a une table à l'endroit où on mange, où est présenté le groupe local de Colibri, mais aussi le Centre AMA et l'ONG DAMA, qui s'appelle Embracing the World France. Oui, je me permettrai quand même parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit en termes Colibri. Je présentais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Comment ? Tu présentais ? Oui. On a imaginé Colibri parce que, en fait, on était dans une société un peu complexe, et un jour, je suis en train de lire une revue quand je vois une légende amérindienne du colibri. Voilà. Cette légende disait un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, ne savaient pas que faire, etc. Et le colibri, vous savez, ce tout petit oiseau, très léger, gracieux, enfin, etc. Lui, il va prendre quelques gouttes d'eau, je ne sais pas où, dans la rivière, etc. Il vient les jeter sur le feu, et il s'active. Et le tatou qui l'observe depuis un moment trouve ça complètement absurde. Et il dit, Colibri, tu n'imagines quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri le regarde droit dans les yeux et dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et ça a été le flash. Voilà. Donc le mouvement Colibri, c'est faisons notre part. Et si nous sommes nombreux à faire notre part, je peux vous assurer qu'on change le monde. Seulement rester à fulminer contre les multinationales qu'on nourrit chaque jour et contre ceci et contre cela, ça ne mènera nulle part, et c'est pour ça
a imaginé Colibri. Donc pour ceux qui voudront en savoir plus, donc il y aura à la fois cette table et puis on présentera un peu Colibri tout à l'heure à 5h15 en même temps que le projet Oasis. J'ai une petite annonce avant de passer la parole à Angélique. Il y a une Peugeot 1007 grise qui a ses warnings, donc qui risque d'avoir des problèmes pour repartir ce soir. Voilà. Si elle veut repartir ce soir, la personne invitée à aller les éteindre. Donc j'ai la parole à Angélique, pour traiter le groupe local, et donc je redis que vous avez cette table à disposition. Venez rencontrer Colibri, venez rencontrer le Centre AMA, c'est l'occasion aussi d'échange cette journée. Donc voilà, on est à votre disposition. Merci. J'ai le droit. Bonjour. Bonjour Pierre. Je voulais d'abord remercier Mathieu de nous donner la possibilité de vous dire que oui, il y a un groupe local Colibri en Eure-et-Loire. Nous sommes à Chartres. On est un groupe très sympathique, très chaleureux et actif depuis 1 an et demi. Alors bon, j'ai 3 minutes, je vais faire très bref puisqu'on est là aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous reconnaître par les petites étiquettes. Nous avons des actions de communication par le biais d'une radio locale, Radio Grand Ciel, à laquelle Alexia est présente aujourd'hui et contribue tous les mois dans une émission qui s'appelle Le Domaine des possibles. Nous sensibilisons aussi au travers de films. Donc Lynn, qui est un petit peu plus loin, a entamé un partenariat avec le cinéma de Chartres et nous avons donc un certain nombre de films qui sont déjà passés et qui vont continuer. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous nous relions, nous travaillons beaucoup avec les partenaires, associations, collectivités, toute personne avec qui nous partageons des valeurs communes. Nous serons d'ailleurs présents, je vous le dis, le 19 septembre au village des Alternatives à Chartres pour Alternatiba auprès de plus de 40 associations locales. Donc voilà, vous pourrez aussi venir nous rencontrer. Alors, plus concrètement, parce qu'on incarne, on fait notre part très concrètement également par des actions jardin avec les incroyables comestibles. Là, on a lancé particulièrement Adopte une courge. Donc, nous serons ravis de vous expliquer. Ça marche très très bien. Nous avons des courges partout à Chartres. Nous attendons les photos. Donc, oui. Nous espérons pouvoir manger les courges en novembre. Gratiféria, donc des marchés gratuits également. Nous en ferons un autre aussi le 19 septembre à Chartres. Et puis tout un tas d'autres ateliers d'intelligence collective, communication non violente, etc. Voilà. Donc comme Mathieu l'a dit, vous pouvez venir nous voir un peu plus loin ou nous interpeller. Nous serons ravis de vous